Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour cette deuxième édition de Cartes sur plateau, nous allons accueillir un personnage bien connu des Camerounais, parce que c'est un économiste de formation, c'est un homme politique. Nous avons cité Célestin Bédigui. Sans tarder, nous vous prions de rester confortablement assis dans vos fauteuils, le temps d'accueillir notre invité. Célestin Bédigui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. Nous allons parcourir avec vous pendant 52 minutes un certain nombre de sujets, 5 précisément. Donc 4 sont étalés sur cette carte-là. Le 5e sujet, qui est comme une balle de shérif, vous sera communiqué après avoir épluché les cartes qui relèvent de l'actualité nationale, des sujets de préoccupation nationale et peut-être de temps en temps international. Mais avant cela, Serge Bontchebe va permettre aux téléspectateurs de vous connaître davantage à travers une trajectoire qu'il a tracée de sa plume tranchante. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors faites-nous découvrir Célestin Bédigui. Bonsoir, Président Bédigui. Bonsoir, monsieur. Célestin Bédigui, c'est l'une des têtes les mieux faites de l'espace public camerounais. Une tête trop bien faite d'ailleurs et qui déroute souvent et parfois très souvent. Flashback, janvier 2018, Célestin Bédigui, qui dirige le parti de l'Alliance libérale Le PAL, allié de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, et jusque-là encarté opposition, décide, contre toute attente, de prendre ses distances avec son allié. 21 ans de combat, d'engagement commun pour l'alternance dans la gestion des affaires du pays sont ainsi consumés à la bougie. La base et même certains cadres du parti en sont encore à s'interroger, incrédules, qu'ils apprennent dans la foulée que Célestin Bédigui soutient désormais le président Paul Biya, qu'il appelle à se représenter à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le 4 février suivant, Célestin Bédigui participe à un meeting du RDPC dans sa Léquié natale pour lever des fonds pour le financement de la campagne du président Paul Biya, qui n'a pas encore, à ce moment-là, déclaré publiquement sa candidature. Le président du PAL mettra d'ailleurs 1,5 million de francs CFA dans la cagnotte commune. Pour un homme qui est entré en politique par une dissidence souvent violente vis-à-vis du régime en place, le retournement de veste est spectaculaire, la controverse et la polémique sont au rendez-vous. Dans son parti, le virus de la démission touche jusqu'à ses plus proches collaborateurs. Dans l'opinion publique, le Bédigui bashing tourne à plein régime. L'homme politique explique que son oui à Paul Biya a été dicté par la raison. D'abord parce que, selon lui, les défis du pays commandent de conserver la direction de l'État aux mains expérimentées du président sortant, mais aussi parce que ce dernier vient d'autoriser le lancement des études du projet de construction du barrage de Lebanga, qui se trouve être opportunément situé dans la Léquié. Un médiatour en plusieurs étapes et 1000 interviews d'explication de Célestin Bédigui n'ont pas suffi à convaincre l'opinion publique que ce revirement politique n'a pas été dicté par les besoins du ventre. De quoi faire oublier qu'il s'agit avant tout d'un crack d'économie et de finances internationales, formé à HEC Paris, titulaire d'un doctorat d'économétrie obtenu à Paris 9 Dauphine, manager d'entreprises industrielles pendant une vingtaine d'années avant d'aller fonder à Wall Street, le cœur de la finance mondiale, une agence de notation, Global Rating Services, et de tutoyer ainsi les grands du monde. De quoi faire aussi oublier qu'il s'agit d'un des plus pugnaces défenseurs des libertés de la justice au Cameroun, qui paya sa témérité et son engagement politique d'un exil américain. Mais qu'importe, son éclectisme ne voit que constance, là où beaucoup voient rupture et trahison. À la limite, Célestin Bédigui consentirait-il à être un Janus biface?
ce pinceau, ce coup de trajectoire sur votre personne, y a-t-il un mot à retrancher, un mot à rajouter, ou alors vous en êtes d'accord entièrement? Non, je dois dire que nous devons nous féliciter de ce qu'il ne s'agit ni d'une image d'Épinal, où tout est pas en rose, ni d'une caricature. Mais je crois quand même qu'il s'agit beaucoup plus, ça se rapproche beaucoup plus de l'image humoristique, voyez-vous, où on force le trait sur certaines caractéristiques du personnage que l'on peint. Par exemple, Deux choses. J'ai entendu un mot, le terme alimentaire dans une analyse d'un profil politique ne me semble pas du tout convenir, parce que les engagements que l'on prend en politique, où on met sa vie sur la balance, ne peuvent pas du tout être contenus dans un terme comme celui-là. Parce que lorsque vous prenez une position, soit pour, soit contre, en vérité, c'est votre vie que vous mettez sur la balance. Et le prisme d'une lecture à travers une considération alimentaire me semble être des traits un peu forcés, première chose. Hein. Et puis le second point, c'est celui de l'appréciation du mouvement qui a été le mien, comme s'il s'agissait d'un mouvement pendulaire, alors qu'en vérité, il s'agit d'une démarche que je pourrais dire linéaire, au sens où, si on la mettait en équation, elle était très prédictible. Quand vous avez une fonction ax plus b, hein, que lorsque x varie à 2, on voit bien où est la position de la courbe. Donc, il n'y a jamais eu de mouvement pendulaire de ma part. Au contraire, il y a eu une continuité, pour peu qu'on aurait pris la peine de cerner, de mieux comprendre ce qui a toujours constitué ma ligne politique qui, dès le départ, lorsque nous avons commencé, ou lorsque l'espace politique s'est ouvert dans ces pays, nous nous sommes regroupés, les partis hors parti du pouvoir, à la coordination, et à partir d'une première divergence entre ceux qui sont restés des radicaux et nous autres qui avons estimé que le radicalisme ne menait nulle part et qui avons créé un espace dit les partis modérés, lesquels partis modérés très rapidement se sont inscrits dans la mouvance, ce qu'on appelait la majorité présidentielle. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés fidèles à cette ligne-là. Donc, il n'y a pas eu mouvement pendulaire, il n'y a pas eu deux faces, ça a toujours été la même face. On peut donc globalement considérer qu'il n'y a que deux objections sur une trajectoire qui est bien rédigée. Qui peut être je peux dire déroutante, surtout si on fait l'économie d'une scrutinisation approfondie. Et puis, voyez-vous, je me réjouis que le journaliste ait utilisé un terme qui est très à la mode, hein, le Bézigui bashing. Le bashing, c'est une pratique par laquelle les internautes ou tous ceux qui fréquentent les médias sociaux, les réseaux sociaux, et c'est des foules. C'est-à-dire, ils disent ce qu'ils pensent de mal, hein, et ça les satisfait des personnes qui ne pensent pas comme elles. Alors souvent, cela se passe en dehors des couloirs de la vérité. Et alors, le bashing mesure une seule chose, de mon point de vue, la notoriété qu'a un personnage public à un moment donné. Mais il n'est jamais la garantie de ce qui est dit. Ce qui est dit relève de la vérité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Serge, merci beaucoup pour ce portrait. Je vous en prie. Alors, nous allons passer sans transition au plat de résistance de notre émission. Alors, Célestin Bédjigui, vous avez devant vous 4 cartes. Il s'agit de prendre n'importe laquelle et vous allez retrouver au verso de cette carte un sujet tiré d'une thématique globale et vous nous lirez ce qu'il y a derrière cette carte-là. Allez-y. Mon alliance avec le RDPC. Alliance avec le RDPC. Ça veut dire que ou la personne de Célestin Bédjigui ou le PAL dont il est le président s'est rallié au RDPC, c'est-à-dire à la personne de son président. Serge Bonchebe nous disait tout à l'heure que le 4 février, lors d'un meeting que vous avez organisé dans la Léquier, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, vous avez annoncé votre adhésion totale à Paul Biya pour le soutenir le 7 octobre prochain
le 8 octobre prochain à l'élection présidentielle. Cela veut dire, vous avez dit vous-même, en commentant le portrait fait de vous, de Serge Bontchebe, qu'il s'agit d'un ralliement de raison. La raison, c'est laquelle? La raison est celle de la foi que nous avons en politique pour la recherche permanente d'un compromis, un compromis républicain. Je ne crois pas du tout, M. Xavier Messé, au radicalisme. Un jour, j'ai eu un de mes maîtres à penser, qui se trouvait être mon patron, il est aujourd'hui disparu, il m'a dit « Monsieur Bedzigi, vous êtes certainement quelqu'un de brillant, mais vous gagnerez à devenir quelqu'un d'intelligent. » Et je lui ai dit « Pardon ?» Il me dit « Oui, parce que l'intelligence, c'est la capacité à pouvoir apprécier les rapports de force. » Je n'ai jamais oublié cette leçon-là. Il ne faut jamais oublier les rapports de force. Et en politique plus qu'ailleurs, parce qu'il ne sert absolument en politique de se caler dans une position quand on sait que les idées que l'on défend, la cause pour laquelle on s'est engagé, ne peut prospérer dans cette position radicale-là. C'est ce qui caractérise ce qui aujourd'hui peut troubler certains de nos compatriotes lorsqu'ils nous voient choisir une personne que nous estimons aujourd'hui avoir les meilleurs atouts pour préserver les acquis, c'est-à-dire le président Biya. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce rapprochement ne devrait en aucune manière assimiler le PAL au RDPC. C'est des partis qui restent distinctifs dans leur manière d'approcher les problèmes et dans leur manière d'établir une relation ou de prendre en compte les besoins des populations. Nous soutenons la candidature du président Biya, nous l'avons déclaré, tout simplement parce qu'à l'observation de la scène politique, on se rend compte que les propositions qui sont faites par les uns et les autres, le discours des uns et des autres, ne semblent pas devoir apporter aux Camerounais la prospérité ou le bonheur dont qui sont en droit d'attendre des hommes politiques. Je dirais même quelque chose. Dans ces discours-là, on se rend compte que les gens mettent beaucoup d'énergie à vendre du rêve. Mais lorsqu'on scrutinise ces discours, on se rend compte que c'est des discours qui valent ou qui sont en vérité une promesse ferme de cauchemar. C'est beaucoup plus la promesse qu'on va à un cauchemar à cause de l'amateurisme de certaines personnes, mais non qu'on va vers une situation rêvée. Alors vous parlez de rapport de force et vous considérez que quelqu'un qui a dit que dans chaque combat, il faut considérer le rapport de force. C'est tout à fait réel. Et on peut mourir pour les idées, il y en a qui ont dit ça aussi. Oui, on peut mourir pour les idées. Et d'ailleurs, il faut choisir pour qui mourir pour les idées, parce qu'il ne faut pas vouloir le bonheur des hommes sans eux. Monsieur Messé, je voudrais vous convier à un petit exercice. Il est vrai que dans notre administration, des sous-préfets et autres, on joue un certain jeu qui peut faire que les résultats des élections peuvent se voir amputés d'un certain taux de tricherie. Depuis à peu près 2 mandats, je peux vous assurer que si le président Biya a été élu à 70-75%, la tricherie dedans n'a pas une incidence supérieure à 5%. Donc 70% des Camerounais le soutiennent. Alors, je suis un homme politique. Ce qui caractérise un homme politique, c'est d'abord qu'il doit être là où sont les populations. Vous ne pouvez pas dire que vous faites la population. Non, là où sont les populations. Parce que c'est les populations qui donnent le pouvoir. Vous ne pouvez pas être sur une scène politique où 60 ou 70% de la population est sur un pôle B, A, et vous autres, vous choisissez d'aller vous enfermer dans un pôle B où il n'y a que 30%. Et le plus grave, voyez-vous, c'est encore ce monsieur qui était mon maître à penser qui me l'a dit un jour, vous ne pouvez pas faire le bonheur des hommes sans eux. Si les hommes trouvent leur bonheur à une certaine position en majorité, il est vrai que vous pouvez être animé, porteur d'une flamme transformationnelle, vous pouvez leur ouvrir de nouvelles voies. Peut-être faut-il vous mêler à eux
pour ensuite, de l'intérieur, réorienter leur manière de fonctionner. Parce qu'en vérité, lorsqu'on procède à une analyse politique fine de ce qui s'est passé dans notre pays, on se rend compte que le système en place a réussi à imposer un modèle culturel. En fait, c'est Gramsci, vous connaissez très bien, vous connaissez ces choses-là mieux que moi, vous connaissez le précepte, le concept de Gramsci qui a parlé d'hégémonie culturelle, parce que Marx, lui, il parlait de le contrôle des moyens de production pour asseoir le pouvoir dans une société. Il disait que c'était les capitalistes qui avaient réussi cet exploit. Gramsci a dit non. Le problème ne se joue pas au niveau des moyens de production. Le problème se joue au niveau du modèle culturel que l'on arrive à imposer. Et nous vivons au Cameroun un environnement gramscien dont il faut tenir compte dans le combat politique. Alors, Célestin Bédigue, une alliance, ça signifie une négociation. Une alliance, ça signifie un accord entre plusieurs personnes. Donc, vous avez rallié le camp du président Biya pour le soutenir à l'élection présidentielle. Vous avez négocié cette alliance avec le président Biya ou avec son parti. Si c'est au parti, c'est avec qui? Qu'est-ce que vous avez obtenu en retour? Premièrement, vous n'entendez pas que je vienne livrer ici sur un plateau de télévision. Vous avez tout de même négocié une alliance avec quelqu'un? Non. Il est évident qu'un réalignement politique est forcément engendré par une alliance. Et ce n'est pas la première alliance que nous avons eu à négocier. Après l'élection... Avec le RDPC, c'est la première avec alliance. Le président Biya, s'il vous plaît, qui peut envoyer sur la table de négociation ce qu'on appelle ses surgates, c'est-à-dire les gens pour le représenter. La première fois que cela s'est passé, c'était en 1992, l'élection présidentielle de 1992, où nous avons créé un pôle modéré avec le docteur Louis Tobin Bida et d'autres partis politiques. Nous avons dit, nous ne sommes ni du côté de l'Union pour le changement, les radicaux, ni du côté du RDPC, mais que nous invitons chacun de ces blocs-là à venir nous faire des propositions ou à venir recueillir nos propositions pour voir dans quelle mesure on pouvait placer, à quel niveau on pouvait placer le curseur pour que nous puissions faire chemin ensemble. À l'époque, l'Union pour le changement nous a regardé de haut, on nous a dit, écoutez, monsieur, si vous voulez venir avec nous, mais si vous ne pouvez pas venir avec nous, vous pouvez rester dans votre coin. On a dit, évidemment, ok, puisque l'année, si nous restons dans notre coin, monsieur le docteur Adamou Damjoua est venu nous voir, ça se passe à Bankolo, il n'a pas été explicite dans ses propositions. Le président Bello Bouba, au nom de l'UNDP, est également venu nous voir, okay. Il n'a pas non plus été explicite, mais vous permettez, et c'est important, lorsque le RDPC a pris attache avec nous et nous avons convenu d'un lieu de rencontre, c'était au monastère du Mont-Fébé, je peux me permettre de le dire. Il avait envoyé une délégation qui était composée du ministre Mbela Mbappé et du ministre Mokoko Mbonjo et autres. Nous sommes rapidement arrivés à un accord qui consistait à ce que certaines de nos préoccupations soient prises en compte dans le programme du candidat RDPC. Est-ce qu'on peut revenir sur le contenu de la nouvelle alliance qui vient d'être tissée entre vous et le président Biya? Lorsque nous revenons un peu plus en arrière, l'UNDP, auquel vous étiez très proche, avait passé une alliance, il fut un temps, avec le RDPC, et qui a valu un certain nombre de postes, soit au gouvernement, soit dans les entreprises. Vous en avez bénéficié d'ailleurs? Non. Alors, bon, ok. S'il vous plaît. Alors revenons en ce qui vous concerne. Vous avez obtenu quoi dans cette alliance? Non, alors, parce qu'il faut... si vous nous ramenez dans ce qui s'est passé en 84 et en 92, parce que on ne saura pas ce qui va se passer en 2018. Non, c'est tout un cheminement. Après donc, cet accord-là, en 92, après ça, est-ce que vous savez que ce que le lecteur, le téléspectateur attend de vous, c'est de savoir le contenu de votre alliance? J'y arrive. Et ce qu'on va J'y arrive. L'histoire, non, j'y arrive. Ensuite, nous sommes arrivés en 1997. C'est là que nous avons fait une plateforme UNDP-RDPC, à l'issue de laquelle il y a un certain nombre de militants de l'UNDP qui sont entrés au gouvernement. OK. Et maintenant, on est à une troisième phase. C'est cette décision que j'ai prise de soutenir la candidature du président Biya. Alors, je vais vous révéler quelque chose, monsieur Xavier Messé. Contre quoi vous allez... Justement, contre la seule fois que, désormais, nous pouvons faire au président Biya des propositions auxquelles il prêtera une oreille attentive. Il n'y avait, et ça vraiment, serment des Républicains, il n'y a eu
aucun engagement d'ordre matériel, aucun arrangement d'ordre financier. Tout simplement, je suis chef traditionnel, voyez-vous, et je peux vous dire que dans la conduite des hommes, selon que quelqu'un se place à proximité de vous ou a une approche plus empathique par rapport à vous, vous prêterez oreille à ce qu'il vous dit, ou alors vous ne vous pencherez même pas, vous n'accorderez aucune attention à ce qu'il vous dira. Et nous nous sommes rendus compte, nous autres, que nous gagnerions mieux, plus, à faire avancer la cause que nous demandons, que nous soutenons, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, si nous avions une attitude conciliante ou de propositions positives avec le président Biya. Et nous avons... C'est ce qui a justifié cet engagement que nous avons pris. Si le RDPC ripostait en vous disant « nous sommes suffisamment implantés, nous sommes suffisamment nombreux, nous sommes suffisamment forts, on n'a pas besoin de vous pour gagner ». Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je vous renvoie, si vous voyez la lettre circulaire qui a été signée par le candidat Biya pour organiser sa campagne, vous remarquerez que ce soit en en-tête ou dans le corps de la lettre, il revient sans cesse sur son parti et ses alliés, et les partis alliés. Il revient sans cesse dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Biya est aujourd'hui lui-même conscient de ce qu'il doit avoir une démarche non seulement empathique, mais également inclusive, c'est-à-dire qui associe plusieurs sensibilités politiques dans l'offre politique qui est faite aux populations, et même mieux, dans le programme que lui-même proposera aux populations. Et la grande différence qu'il y a entre notre posture à nous et celle que peut avoir le RDPC, que je ne juge pas, c'est que nous nous interdisons d'être un parti de Godillot, vous qui connaissez très bien la politique française, pour être plutôt un parti de proposition. Alors, et quelquefois, ces propositions-là peuvent aller à rebrousse-poil, mais nous les faisons quand même. Le RDPC et son président sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous pensez que vous avez des arguments, même en tant qu'allié, pour amener les populations à croire à un nouveau langage? Si oui, lequel? Absolument, absolument, Allez-y, absolument. D'abord, jusque-là, nous pensons que d'avoir laissé le monopole de l'écoute ou de l'offre politique au président de la République, d'avoir laissé ce monopole-là au seul RDPC était une erreur. C'est une conviction intime. Et qu'il aurait fallu que nous mettions en ordre de pouvoir enrichir l'offre politique qui était faite au président Biya pour qu'il discrimine lui-même les éléments qu'il pouvait intégrer à sa campagne ou à son discours et à son action à destination des populations. Nous avons dit qu'il faut mettre un terme à ce monopole abusif, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense que ce en quoi ce parti allié a excellé au cours des années qui sont passées, ça a été de placer la politique politicienne au centre du débat politique. Or, nous pensons que désormais, c'est plutôt la question économique qui doit être au centre du débat politique. Et nous pensons que sur cette matière-là, nous avons une expertise, une expérience dont la prise en compte par le président Biya peut contribuer à parfaire le programme qui est le sien et apporter une solution au problème réel des Cameroun aujourd'hui, central camerounais, qui est le problème économique. Alors, Célestin Bédigui, c'est la dernière question de ce premier volet. Au lendemain de l'élection d'octobre 2018, à supposer que votre candidat que vous soutenez, Paul Biya, est réélu. Que lui demanderez-vous? Un fauteuil ministériel, une direction générale d'une entreprise d'État, un poste parlementaire? Bon, écoutez, on va procéder par élimination. Un poste parlementaire, vous savez, les postes parlementaires, ils sont attribués par le peuple. Ce n'est pas le président Biya qui les attribue. Il y a certains sénateurs qui le nomment. Bon, ce n'est vraiment pas dans nos projets. Maintenant, quant aux autres positions que vous évoquez, directeur général, ça ne peut pas du tout justifier un engagement politique parce que je ne suis pas engagé en politique dans mon intérêt. Je suis engagé en politique pour
comme leader de toute une formation politique, des centaines, voire des milliers de personnes, je laisse à chacun apprécier, nous suivent. Alors, s'il faut être engagé en politique parce qu'on attend qu'on vous donne un poste, un secrétaire de directeur général, vous trahissez l'esprit. Ce n'est pas nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. En vérité, ce qui nous importe le plus, c'est que les propositions que nous allons être amenés à faire au président Biya, au candidat Biya, en matière économique, avec l'objectif de résoudre le problème central actuel des Camerounais, qui est celui de l'emploi et du développement de l'activité économique, que ces propositions-là soient prises en compte. Parce que nous savons que si elles sont prises en compte, les Camerounais, notamment les jeunes et les femmes, qui aujourd'hui se retrouvent complètement désarmés par rapport au contexte économique que nous vivons et que vous connaissez tous, ils vont y trouver un soulagement et au moins nous aurons le sentiment d'avoir mené le bon combat. Célestin Bédjigui, dernière question. Regardez les téléspectateurs qui vous regardent, qui vous écoutent. Dites-leur pourquoi vous estimez que sur les 9 candidats qui vont concourir en octobre 2018, Paul Biya est le meilleur. En quelques mots. Oui, alors, et comme vous me dites, je regarde les téléspectateurs. Je crois que dans les ordres initiatiques supérieurs, pour identifier quels sont ceux-là qui ont un profil des leaders, on évalue leur proximité avec ce qu'on appelle les vertus cardinales d'un leader. Les vertus cardinales, il y en a 4. La première, c'est la prudence. La deuxième, c'est la force. La troisième, c'est la tempérance. C'est la tempérance. Et prudence, donc, c'est plutôt 3. Prudence, force, tempérance. À laquelle, moi, j'ajoute une autre dimension qui est l'expérience. Et je dis, lorsque j'applique cette grille-là à l'ensemble des candidats, je me rends compte sur les 3 actes que j'ai énoncés tout à l'heure, je me rends compte que, ayant disposé du pouvoir qu'il a eu au cours des dernières années, le président Biya est celui, ne serait-ce qu'à travers un langage qui n'est pas aussi agressif que celui de certains autres hommes politiques, est celui qui affiche le plus haut niveau de tempérance. Ça, c'est un premier point. Et la 4e dimension que j'ai évoquée tout à l'heure, l'expérience, indubitablement, dans un environnement d'incertitude comme celui dans lequel le Cameroun est, à cause des tensions internes que nous vivons dans certaines parties de notre pays, ou même par rapport à l'environnement international, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience. Et je pense également qu'à observer tous les candidats qui sont en course, le président Biya est celui qui, sur l'échelle d'appréciation, a le score le plus élevé. Donc, je dirais, je soutiens le président Biya parce que j'estime qu'il est celui qui a le plus de tempérance et celui qui a le plus d'expérience pour aujourd'hui faire face aux défis auxquels le Cameroun est confronté. Parole de Célestin Bédjigui. S'il vous plaît. Nous allons passer à la 2e articulation, même exercice. Vous prenez le carton qui est devant vous, de votre choix, et puis vous nous révélez ce qu'il y a au verso. Écoutez, et je vous remets celui-là. Oui. Ah, le projet du barrage dans l'Aliké. Le projet de barrage dans l'Aliké. Alors, Célestin Bédjigui n'est pas un secret, il n'est de secret pour personne. Le Cameroun présente à l'heure actuelle un déficit énorme d'offres en énergie. La conséquence de ce déficit est que la plupart des entreprises étrangères qui ont envie d'investir au Cameroun ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'électricité. On se souvient encore, lors d'un grand meeting, lors d'une grande réunion au Palais des Congrès à Yaoundé, nous avons demandé à un industriel italien pourquoi il ne viendrait pas produire le marbre sur place au lieu de l'exporter au Cameroun et de le vendre sur place. Il s'est exclamé en disant, pour produire 1 mètre cube de marbre, il faut une quantité d'énergie qui pourrait alimenter toute la ville de Yaoundé. Et il n'en aura pas assez. Alors, plus de 50 ans après, comment pensez-vous que le Cameroun continue d'avoir ce problème de déficit d'énergie? Et c'est la raison de l'intérêt
que j'ai porté à la construction du barrage de Lubanga, parce que c'est de lui qu'il faut, pour ne pas le citer. Effectivement, nous sommes sur ce terrain-là, ou dans ce domaine, un pays paradoxal. Parce que nous avons, en matière d'énergie, et notamment l'énergie hydroélectrique, nous avons des réserves qui avoisinent 20 000 mégawatts. Les possibilités, c'est-à-dire que si on prend toutes les rivières du Cameroun et on identifie les sites sur lesquels peuvent être produite l'énergie, le chiffre, les capacités de production qui peuvent être produites sont de l'ordre de 20 000 mégawatts. Aujourd'hui, M. Xavier Messé, nous n'en sommes qu'à, nous ne produisons que 1400 mégawatts, même avec l'Ompanga, parce qu'avant l'Ompanga, qui a rajouté à peu près 300 mégawatts à cause de la régulation du début sur la Sanaga, nous ne sommes qu'à 1400 mégawatts. Et 1400 mégawatts, il y a 200 mégawatts qui sont perdus pendant la distribution. Et quand vous voyez quelles sont les conséquences de ce déficit d'énergie, vous vous rendez compte qu'en milieu rural, le taux d'électrification est de 15% et dans les villes, il est de l'ordre de 40% à peu près. C'est quelque chose d'absolument horrible. D'où la nécessité d'un développement prioritaire de la production d'énergie électrique, notamment des sources hydroélectriques. Comment pensez-vous que cela puisse se faire justement en faisant tout pour mobiliser les investisseurs potentiels pour que nous puissions mettre en valeur cette énorme potentialité. Et si vous permettez, tout à fait anecdotique, c'est tout à fait, je pourrais pas dire, c'est un hasard heureux qui fera que aujourd'hui le barrage de Lubanga soit reconnu comme étant un site d'exploitation majeure de l'énergie électrique et que les études aient à commencer, je crois, d'ici la fin du mois. C'est-à-dire, je crois que les Chinois qui sont intéressés à l'affaire descendront à Monatélé probablement le 7 septembre pour faire les premières études. Un jour, je suis à l'hôtel Hilton, je vais prendre un café et je croise un ami qui sortait du ministère de l'eau et des mines, ou bien des mines et de l'énergie. Oui, je crois. Il me dit, je suis avec des Chinois, nous venons du ministère des Mines et de l'Énergie, ils veulent investir dans la production d'énergie électrique. On leur a donné un certain nombre de sites, on est en train de vouloir organiser leur voyage à travers le pays. Je dis, ah bon? Je demande, mais est-ce que tu peux montrer les sites qui ont été retenus? Ils me montrent, et je lui dis à lui, aux Chinois, que non, vous n'avez pas là la chute, le site le plus prometteur. Ils me disent, ah bon? Je dis oui. Pourquoi? Je dis parce que dans la liquide à Monatélé, en aval de Monatélé, à Lubanga, il y a une chute à qui on confère des caractéristiques ou un caractère mystique, alors que ce n'est pas le cas, mais seulement qui n'est pas accessible du bord de la Sanaga, parce qu'elle est à l'intérieur des îlots qui sont difficiles d'accès. Ils m'ont dit, ah bon, Banco, on peut y aller. Et nous avons organisé une descente sur le terrain avec eux. Ils sont venus avec nous, ils ont regardé ça, ils n'en revenaient pas. Ils ont fait une étude préliminaire qui a dégagé, qui a révélé que cette chute-là était à même de produire à elle seule l'équivalent de 1000 mégawatts. 1000 mégawatts. Et c'est sur la base de cette étude préliminaire qui a été faite que nous avons saisi le président Biya et qu'il a autorisé que des études soient engagées. Et pourquoi cela à un moment donné, a fait le buzz ou a été pris en compte parmi les raisons qui justifiaient mon ralliement à la candidature du président Biya. Lorsque nous avons engagé cette démarche, qu'on a assisté au président Biya, il a été porté à sa connaissance que la personne qui assurait la promotion de ce projet, c'était Bedzigi, que certaines personnes présentaient comme étant un opposant. Normalement, il s'attendait à ce que, l'ayant signalé, un accord ne soit pas donné pour que des études soient engagées, mais le président Biya il a surpris tout le monde. Au contraire, il a demandé au secrétaire général de la présidence de la République d'ordonner le lancement immédiat des études en vue de l'exploitation des chutes de Lubanga. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui, malgré le fait que certaines personnes essayent de compromettre la réalisation d'un tel projet, des personnes très connues dans le département qui lui ont écrit, voilà quelqu'un qui, malgré cette présentation néfaste, a dit non, cela ne pose pas de problème,
il fait une proposition, parce que j'avais quand même pris la peine de collecter une cinquantaine de signatures de personnalités à travers le département. Ça m'a pris 3 mois de cela. Il a donné l'autorisation de se faire. Et moi, je dis, c'est une occasion pour nous autres. Avoir aujourd'hui 1000 mégawatts supplémentaires, ça va changer complètement la physionomie industrielle du Cameroun. Alors, ça me semble être une raison suffisante pour soutenir le président Biya. Pourquoi vous préférez le Banga à Nachtigal? Ah non, le Banga, non, il faut faire les deux. Il faut absolument faire les deux. Je vous dis quelque chose. La distance est quand même très courte entre les deux. Mais écoutez, vous connaissez les 3 gorges en Chine. Les 3 gorges en Chine, c'est sur une quarantaine de kilomètres. Sur une quarantaine de kilomètres, ils ont installé 3 barrages. Les 3 barrages produisent à peu près 60 000 mégawatts. Les 3 gorges. D'ailleurs, l'entreprise chinoise qui est intéressée par le projet de Banga a réalisé l'un de ces barrages-là. Donc ce n'est pas du tout un facteur qui devrait faire que le projet ne prospère pas. D'autant plus qu'en aval, il y a son don. Vous savez, lorsque vous regardez le profil de la Sanaga, c'est un don de la nature. C'est-à-dire, c'est un fleuve qui, chaque 20-30 km, donne la possibilité d'avoir un barrage hydroélectrique. Célestin Bédiégui, nous pensons que le candidat que vous soutenez, pour lequel vous avez pris des engagements sérieux, gère quand même ce déficit d'énergie. En plus de 30 ans de pouvoir, subitement, on s'est lancé dans des projets qu'on aurait pu réaliser il y a de cela 20 ans ou plus. Vous avez le Memvele qui n'est pas un succès. Vous avez l'Ompangar avant qu'il ne soit terminé, il était déjà dépassé. Un technicien, un ingénieur en électricité nous disait que lorsqu'on a terminé l'Ompangar, la capacité de production de l'énergie ne peut pas alimenter l'autoroute Yaoundé-Douala. Alors, comment vous pensez qu'on soit resté aussi inapte dans un domaine, dans un secteur qui est aussi énergie qui est aussi important pour booster le développement du Cameroun? Je ne partage pas votre lecture, M. Xavier Messé, pour une raison très simple. Lorsque le président Biya arrive au Cameroun... Moi, je ne fais pas de lecture, je fais un constat. Non, justement. Alors, le constat que vous faites vous conduit à une conclusion qui, elle, n'est pas juste. Si on aurait pu construire le Banga il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Vous permettez. On aurait pu construire Nachtigal il y a peut-être 10, 20, 30 ans. Justement. On aurait pu construire l'Ompanga depuis 40 ans. Mais toutes ces choses-là nécessitent la mobilisation de ressources financières importantes. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine mode. Vous avez subitement des ressources. Vous permettez. Il y a une certaine mode qui veut qu'on dise, on promette au Cameroun de tout réaliser en un jour. C'est-à-dire que ce sera un pays de cocaïne, right? Et que tout va se faire, on n'a pas besoin de se soucier pour savoir d'où va venir l'argent. Mais alors, voyez-vous, monsieur, voyez-vous, si vous permettez, le barrage de Nachtigal était prévu pour être engagé au cours du 6e plan quinquennal, premièrement. Deuxièmement, à l'époque, le Cameroun était sous les fourches codines de la France où tous les investissements industriels majeurs du Cameroun devaient l'être sous la maîtrise d'œuvre de la France. Il y a eu une réelle révolution industrielle et politique du président Biya qui s'est dégagé de cette espèce de joug de la France pour amener d'autres partenaires qui s'illustrent aujourd'hui par des investissements d'une taille que la France n'aurait jamais consenti. Et ça, au moins, il faut reconnaître le mérite du président Biya. Vous savez, vous-même, le régime, on peut dire, certain néocolonial qui a prévalu dans notre pays, premier aspect. Deuxième aspect, pour engager la construction de ces ouvrages, les travaux, non seulement d'études, de montages financiers et même de toute autre nature, prennent des années. Mais une chose est sûre aujourd'hui, lorsque, après être arrivé à maturité, il y a à peu près 5 ou 6 ans, aujourd'hui, on est en phase terminale de la construction de 3 barrages. Monsieur, quel que soit le pays au monde, on doit tirer le chapeau à un pays, à un dirigeant qui arrive à réaliser un tel exploit. Le développement d'un pays, c'est un processus. Et notamment lorsqu'il s'agit d'investissements, de réalisations qui nécessitent l'apport de ressources extérieures. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que ces gens de l'extérieur acceptent de courir le risque
de venir injecter l'argent qu'ils injectent chez nous en ce moment. Comment expliquez-vous ce paradoxe qui fait que, malgré ces grandes réalisations en termes de nouveaux barrages, la fourniture de l'électricité en milieu urbain et rural continue d'être la même que nous avons connue, c'est-à-dire avec des délestages, avec des coupures et avec des zones qui sont complètement dans le pénombre. Non, il est évident que nous sommes en situation de déficit d'énergie. C'est clair. Nous sommes à l'heure actuelle, si mes calculs, si je m'en souviens, sont bons, pour qu'on ait un taux d'électrification de 80% sur toute l'étendue du territoire national, nous avons un déficit d'à peu près 3500 MW d'énergie électrique. C'est pour ça que la leçon d'un projet comme le Banga est tout à fait salutaire. Aujourd'hui, il faut dire que en plus de l'hydroélectrique, on peut également se lancer dans le solaire, mais aussi sur l'éolienne dans la partie septentrionale du pays. Ce sont des domaines qui ne sont pas du tout pris en compte chez nous. Oui, ils sont pris en compte. Mais il y a un grand développement. Et là également, il y a la contrainte du financement. Il y a un développement significatif qui est fait en matière d'installation d'énergie solaire. Vous avez encore vu, je ne sais pas, c'était un SEM où il y a une localité là, qui la semaine dernière s'est vu gratifier une usine de production d'énergie solaire, et nous avons également des centrales maintenant qui ne fonctionnent pas à l'hydroélectricité, mais plutôt les centrales à gaz de Crivy. Il y a une diversification qui est en cours. Je vais dire ceci, je vais dire que la mise en œuvre et l'expérience que nous acquérons dans la construction de ces ouvrages, je pense, subit une accélération qu'on ne peut ne pas voir. Parce qu'on est parti de quoi? On est parti d'un que du barrage de Déa. À Ijo, après le barrage de Déa, pendant tout le temps qu'il a mis au pouvoir, de 1960 à 1982, il nous a juste construit son Loulou. Son Loulou, c'est combien? C'est 280 MW. Déa, c'est 200. Et l'Agdo, c'était 60. C'est les deux qu'il a fait. Maintenant, depuis que le président Biya est là, on a déjà, en termes d'ouvrage en tant que tel... La demande n'était pas la même. Non, mais je veux dire que depuis que Biya est là, il y a déjà 3 qui ont été construits, il y a 3 ou 4 qui sont en gestation. Non, il y a 4 qui sont en cours de finition. Il y a Bini sur Warak, il y a Memvele, il y a Mekin, il y a Lompanga comme barrage réserve. Et si vous ajoutez à cela Sondong, et vous ajoutez à cela le Banga, vous voyez, je pense que la tendance est donnée. Et d'ici 5 ans ou 10 ans, disons quand même 10 ans, nous aurons de manière significative rattrapé notre déficit en électricité. En 2008, le gouvernement a élaboré un projet dénommé le projet de développement du secteur de l'énergie et qui devait aboutir à la fourniture de l'électricité dans le but d'améliorer la fiabilité de l'offre dans le domaine. Aujourd'hui, le projet devait arriver à terme en 2015. Aujourd'hui, ce projet n'a pas atteint les résultats escomptés. Mais, monsieur Messé, je n'arrête pas de vous dire que nous avons une grosse contrainte. C'est la contrainte du financement. D'autant plus que, à côté de nous, pour nous accompagner dans notre développement, nous avons des compagnies que je trouve, pour ma part, absolument inopportunes. Je veux parler du FMI. Du FMI qui essaie de nous tenir la bride courte, alors que le niveau d'endettement du Cameroun aujourd'hui devait permettre que tous ces ouvrages-là soient engagés presque au même moment, de manière à ce que le Cameroun puisse rattraper son retard. Mais chaque fois que nous essayons de faire un investissement comme celui-là, ils viennent ici nous tenir des discours qui n'ont rien à voir avec l'économie. Comment voulez-vous qu'un pays, monsieur Messé, un pays qui a un taux d'investissement, un taux d'endettement de 30 à 32%, on vient danser comme avec la minette au pied pour parler du risque de surendettement, alors que le pays le plus développé au monde, c'est les États-Unis. Non, le plus endetté au monde, c'est les États-Unis, parce que les États-Unis, la dette des États-Unis est de l'ordre de 170% de leur PIB. Mais nous autres, on est à 35%, et cette jeune dame, elle vient au Cameroun nous dire « Oh là là, arrêtez, sinon vous êtes surendetté ». Il faudrait, et c'est parmi les propositions... la même capacité de remboursement mais non, mais écoutez, nous avons cette capacité de remboursement. Et d'ailleurs, je pense que les ennuis dans lesquels nous sommes aujourd'hui, notamment le frein qui a été mis à la question des
des infrastructures dans notre pays est imputable en grande partie à ces organisations de Bretton Woods, dont nous devons absolument nous affranchir. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'ils viennent faire ici chez nous maintenant, parce que nous sommes un pays qui est sous-endetté. Nous sommes un pays dont le cadre macroéconomique est stabilisé. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Nous parler de quelques 300 milliards de francs. C'est quoi 300 milliards de francs pour le Cameroun? François Mitterrand disait que le FMI est une banque. Si écoutez, vous ne demandez pas à vous endetter, la banque ne viendra pas vous frapper à votre porte. Mais dans le cas d'espèce, parmi les propositions que nous autres nous faisons, il y a celle-là qui consiste à dire que il faut sortir du FMI et de la Banque mondiale. Non, que le FMI reste d'abord de côté et nous laisse tenter notre chance. Nous allons sortir de ce domaine de l'énergie avec une dernière petite question. S'il vous plaît. Vous êtes devant votre candidat que vous soutenez, Paul Biya. Vous lui faites une proposition pour sortir le Cameroun de la dépendance de l'énergie. Qu'est-ce que vous lui direz? Mais je lui dirais, Monsieur le Président, le Cameroun, jusque-là, n'a pas utilisé à fond les ressources qui étaient à sa disposition pour un véritable saut en termes de production d'énergie. Nous devons utiliser cette capacité d'endettement que nous avons. Vous savez, vous avez certainement fait des cours de finance. Vous savez que les meilleures formules de financement des activités, la meilleure formule de financement des activités est l'endettement. Parce que l'endettement a un effet de levier beaucoup plus puissant que les ressources propres. Et quand on parle d'un pays qui serait sous-endetté, qui serait sous-endetté, un pays comme le Cameroun, quand vous prenez la dette du Cameroun à l'heure actuelle, la dette du Cameroun est de l'ordre de 5 000 milliards de francs. Mais lorsque vous... 6 000 milliards de francs. Mais, monsieur Xavier Messier, essayez de faire l'inventaire des richesses du Cameroun. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme route, qu'il y a comme immeubles, tout ce qu'il y a comme ressources minières et autres, vous vous rendez compte que c'est une broutille. Mais c'est une broutille. Alors, vous avez parce que ça, c'est des vrais apprentis sorciers. Ces apprentis sorciers-là, ils viennent nous donner des leçons sur des choses qu'eux-mêmes n'appliquent pas chez eux. Parce que l'endettement de la France, vous le connaissez, vous le savez, est de 120% égal le PIB de la France. Comment diable peut-on dire au Cameroun qui n'a que 32% de taux d'endettement qu'il faut absolument qu'il ne s'endette plus, alors qu'aujourd'hui, on devait appeler tous les entrepreneurs du monde pour leur dire, monsieur, venez nous construire une autoroute Yaoundé-Koussiri, une autre autoroute qui part de Douala jusqu'à Mouloundou, et puis vous prenez des concessions. On devait les appeler pour dire, voilà le sommier de richesses minières du Cameroun, exploitez-les, nous nous entendons. En contrepartie, construisez-nous tant d'hôpitaux généraux, ainsi de suite. Alors, voilà des solutions hardies qu'il faudrait faire. Et je peux vous assurer que le privilège qu'il nous a donné aujourd'hui, à travers le soutien que nous apportons au président Biya, de pouvoir être écouté, ces privilèges-là, nous en jouirons. Mais j'espère qu'il va vous écouter. Je l'espère également. Alors, Célestin Bédigui, nous revenons sur le plateau avec le troisième sujet et l'exercice est le même. Écoutez, j'y vais. Ah, la crise anglophone. La crise anglophone. Depuis 2016, les provinces du Cameroun occidental, comme on l'appelait, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, sont entrées en rébellion après plusieurs mouvements de grève déclenchés par les enseignants, embrayés par les avocats. Et aujourd'hui, nous en sommes à un mouvement d'insurrection, un mouvement armé, où il y a des destructions de vies humaines, du patrimoine immobilier. Les élèves qui ne vont plus à l'école, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Cette partie du Cameroun est en train d'échapper, dirait-on, progressivement au contrôle du pouvoir central. Quelle est la lecture que vous faites d'emblée de cette situation? Comment on en est arrivé là? Il faut dire que nous y sommes arrivés par l'intrusion par effraction sur
la scène nationale des personnes qui, de manière manifeste, sont assoiffées de destruction, de meurtre et d'assassinat, recourant ainsi à des moyens qui ne passent nullement l'examen ni de la légalité ni de la légitimité. Les terroristes ambazoniens. Il faut bien distinguer cette catégorie de personnes qui sont ce que l'on peut appeler l'ivraies. Mais à côté d'eux, il y a ce qu'on peut appeler la bonne graine. La bonne graine, ce sont ceux-là qui, à un moment donné, se sont fait connaître à travers des revendications corporatistes. D'abord, qui se sont achevées par une revendication sur la forme de l'État, notamment le fédéralisme. Les réponses ont été données à leurs revendications corporatistes. Il y a eu bien sûr des erreurs qui ont été commises, ou tout au moins on aurait pu mieux gérer leurs revendications. On n'avait pas eu à passer par un certain nombre de détours comme l'emprisonnement des uns et des autres. Mais une chose est là, un constat doit être fait, c'est que les revendications corporatistes ont été satisfaites. Force est de le reconnaître. Maintenant, le prolongement politique de cette revendication, c'est elle qui reste à débattre, c'est la forme d'État, le fédéralisme. Ici, on a deux écoles ou deux opinions qui se font face. Il y a d'un côté l'État, le gouvernement qui propose la forme d'un État décentralisé, d'un autre côté, l'autre qui rêve d'un retour à l'État fédéral. Une chose est sûre, c'est que les protagonistes de ces deux options agissent dans le cadre de la légalité et chacun peut se prévaloir d'une légitimité incontestable. Maintenant, entre par effraction en jeu ces terroristes ambazoniens qui, non seulement revendiquent la sécession, mais ensuite choisissent comme moyen pour faire entendre leurs revendications des moyens absolument répréhensibles, c'est-à-dire notamment terroriser les populations, assassiner pas seulement les forces de l'ordre, mais on l'a vu évidemment, même des chefs traditionnels ou des simples militants des partis comme ce couple qui a été assassiné il y a quelque temps. Alors je dis, autant pour les deux protagonistes qui respectent les fondements de la légalité et la légitimité, même si leurs revendications ont migré du champ corporatiste au champ politique à travers le fédéralisme, on peut envisager le dialogue, on peut envisager la négociation. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de personnes qui ne peuvent se prévaloir ni de la légalité, ni de la légitimité, et dont la revendication pose le problème, remet même en cause l'existence du Cameroun, je pense qu'on ne peut pas envisager la négociation ou le dialogue avec ces gens-là. Ils ne peuvent être que neutralisés. Alors, Célestin Bijigui, il faut qu'on se comprenne très bien pour le bon entendement des téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Vous dites que certaines revendications sociales ont été accomplies, ont été honorées. Absolument. Si je comprends bien, Absolument. Il s'agit de revendications des magistrats, des avocats, il s'agit des revendications des enseignants. Alors, oui. est-ce que vous pouvez, en termes clairs, nous dire ce qui a été satisfait dans le cas des revendications? Alors, dans le cas du monde judiciaire, il y a eu cette prise en compte de la common law. La common law, que ce soit dans les instituts de formation à l'accession au métier. C'est-à-dire c'est une revendication acceptée, mais qui n'est pas encore entrée dans la pratique. Non, elle a été acceptée puisque le common law désormais, au niveau de la formation déjà, on a créé une section common law à l'ENAM, où se forment nos magistrats, et dans les tribunaux, on a remplacé les codes sur lesquels s'appuyait et dans le domaine de l'enseignement, la restitution de la loi
des jugements, ça doit. Maintenant, on s'appuie sur le commando. Dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement, ce que les enseignants réclamaient là-bas, d'abord, une mise à niveau, une normalisation du profil des enseignants pour s'assurer que ceux-là ont une connaissance suffisante de la langue anglaise. Ça a été amplement satisfait. C'est fini maintenant ces affectations aveugles où on envoie quelqu'un qui est francophone aller enseigner l'anglais parce qu'il a fait la section anglophone à l'école normale supérieure de Yaoundé. On envoie ça n'existe plus. Et même, je crois également, la catégorisation dans les carrières d'enseignants là-bas. Les gars n'ont plus là-bas, le régime ne souffre plus des situations de moutons à quatre pattes que nous connaissons ici, c'est-à-dire où les gens sont, on a dit quoi ils sont, il y en a qui sont fonctionnaires, d'autres qui sont contractuels, d'autres qui sont contractualisés. Il y a eu là-bas une harmonisation du statut des enseignants. Et mieux, la présence d'une personne de culture anglophone à des postes de souveraineté, comme le ministre de l'administration territoriale, ou alors à des postes dans le bloc de l'éducation, où il y a 3 ministères, on en a confié un maintenant à une personne de la culture anglophone. Alors, il y a un député d'expression anglaise, un député anglophone, si vous voulez, qui a parlé longuement à l'Assemblée nationale tout récemment, et il a dit que s'ils en sont arrivés là, c'est que tout au moins, la décentralisation élaborée dans la Constitution de 1996 est restée lettre morte. Et que si tout au moins cette décentralisation avait eu un début d'application, aujourd'hui, un bon nombre de leurs revendications en ce qui concerne le transfert d'autorité et la répartition de pouvoir au niveau des régions, ce serait un problème fait. Est-ce que vous pensez qu'il a entièrement tort? Non, il n'a certainement pas tort. Tout le monde reconnaît. Alors, et pourquoi cette décentralisation, M. Bédjigué, vous qui êtes très proche du pouvoir, pourquoi elle est bloquée? Non, écoutez, monsieur, je suis un homme politique qui fait des propositions. Proche du pouvoir, c'est à vous de l'apprécier, et si vous nous dites, écoutez... Est-ce que vous soutenez le président de la République? Je soutiens forcément le président de la République. Vous n'êtes pas son adversaire. Non. Ça veut dire que si vous lui faites des suggestions, il peut vous écouter. Il peut nous écouter, et nous souhaitons qu'il nous écoute. Alors, pourquoi cette décentralisation est bloquée? Oui, je pense qu'il y a une lenteur certaine que tout le monde reconnaît et déplore. Et nous pensons que avec la première étape qui est franchie, où la décentralisation est devenue l'un des domaines clés de l'action gouvernementale à travers la création du ministère de la décentralisation, que maintenant qu'on est déjà à ce niveau-là, l'implémentation de la décentralisation qui se nourrira des propositions faites ou des revendications tout autant formulées par les uns et les autres, nous pensons qu'il y aura une accélération de ce processus-là. Est-ce que vous admettez tout de même qu'il y a certains aspects de cette décentralisation qui n'ont pas connu le moindre retard dans la mise en application? Je pense à la modification de la durée du mandat du chef de l'État. Ça a été fait dans la diligence la plus absolue. Il faut dire ceci, il faut le dire. Il faut dire que le problème camerounais se pose sur 2 axes. Il y a un problème au niveau de l'horizontalité, c'est-à-dire les relations entre les Camerounais par rapport aux autres. Ils n'étaient pas en crise. Non, cette relation-là ne présentait aucun caractère de crise. Mais ceci étant, on l'a quand même prise en compte puisqu'on a créé une commission qui s'occupe d'une consolidation de ou d'un renforcement de cette relation. Une commission de plus? Une commission de plus. Mais une commission qui a quand même pris en compte quelque chose qui était susceptible de se dégrader compte tenu de la montée des voix d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est la ministère. Mais ça, c'est la relation, l'horizontalité. Maintenant, il y a l'autre dimension. C'est la verticalité, c'est-à-dire le problème de la gouvernance, c'est-à-dire la relation entre les élus et les dirigeants. Et il est évident qu'aujourd'hui, c'est également une dimension qui est prise en compte et sur laquelle non seulement une réflexion doit être menée,
mais elle doit être implémentée avec autant de vigueur que développer ou que sont recherchées les relations sur les problèmes pouvant être identifiés sur l'axe de l'horizontalité. Tout est à faire sur l'axe de la verticalité. Tout reste à faire, mais les indices de solution apparaissent déjà. L'ultra-jacobinisme, vous voulez dire? Je pense que l'héritage colonial qui est le nôtre, nous a conduit à adopter un système qui aujourd'hui montre un besoin d'ajustement. Et il me semble que cela va s'imposer. 54 États en Afrique ont été colonisés. Mais le Cameroun connaît une particularité. Comment vous expliquez ça? Non, je pense Tous les pays ont été colonisés. Je ne pense pas. Quand vous prenez, mettez dans la même catégorie les produits, les pays colonisés par la France. Vous allez aller dans tous ces pays, vous allez trouver les préfets, vous allez trouver les sous-préfets. Ça, c'est quelque chose dont nous avons hérité la France. Aucun des pays colonisés par la France, même ceux qu'on peut être considérés comme étant évolués sur le plan démocratique, n'est-ce pas, ne se sont dépouillés ou ne sont débarrassés de cet héritage-là. Pourtant, il faut bien qu'on y pense. Le Bénin et le Sénégal ne vous croiront jamais. Mais ils ont des préfets. Moi, j'étais à Dakar, ils ont des préfets. Ils ont des sous-préfets. Mais ils n'ont pas le même immobilisme. Je ne sais pas où est-ce que ils n'ont pas la même mise en pratique de la démocratie. Non. Les pays ont des textures différentes. Je n'adhère pas du tout à l'idée que le Cameroun est le dernier pays d'Afrique en matière de démocratie. C'est tout de même une particularité. Permettez. Oui. Pourquoi? Regardez par exemple, on parle de la démocratie. On se prépare à l'élection présidentielle. Il y a des candidats qui ont déposé leur dossier. Et l'élimination de la plupart de ces candidats s'est faite, je pourrais dire, dans les règles de l'art, à savoir sur des bases juridiques et judiciaires incontestables, y compris par les candidats eux-mêmes. Mais regardez ce qui se passe par exemple dans un pays comme celui que vous citez, le Sénégal, le traitement qui est fait de cet opposant. Regardez ce qui se passe au Zaïre avec le traitement, les limitations avant l'élection de Bemba ou bien de Katoumi, toute autre personne. C'est-à-dire c'est des pratiques qui n'ont pas cours au Cameroun. Donc, je ne pense pas. Il y a une certaine tendance à présenter le Cameroun comme étant le pire espace d'exercice de la démocratie. Je ne pense pas. Au contraire, moi, plus le temps passe, de plus en plus, sans faire l'économie d'une critique quelquefois vigoureuse de certaines pratiques, je pense qu'on peut quand même noter qu'il y a un progrès significatif. Depuis quand on n'a plus saisi de journaux dans ce pays? Il faut voir d'où nous venons. Depuis quand on n'a plus interdit l'entrée sur le territoire national de tel ou tel ouvrage? Ça ne se passe plus chez nous. Nous vivons ça. Nous devons nous en réjouir. Pour vous, ce sont des marques de démocratie. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes sur la voie, surtout quand on voit d'où nous partons. Parce que le Cameroun, contrairement à ces autres partis, a vécu quand même, a pris son indépendance dans des conditions assez douloureuses qui ont justifié la répression démocratique qui a été pratiquée, de la démocratie a été pratiquée à l'époque. Ces autres pays-là n'ont pas eu à vivre ça. Et pourtant, aujourd'hui, le Cameroun est beaucoup plus en avance par rapport à eux. Ceci étant, la démocratie est toujours en progrès permanent, quel que soit le pays, y compris des pays donc, qui sont les berceaux de la démocratie comme la France. On continue à débattre à l'Assemblée les droits de telle minorité, les droits de tel parti. Alors, Célestin Bédjigui, revenons sur la crise anglophone, au point où elle en est, au point où nous sommes rendus. On dirait le vin est tiré, il faut le boire. On ne regarde plus les causes, les raisons, mais quelles sont les solutions? Je pense que la solution devrait passer par une première étape. Séparer la bonne graine des livrets. Quand il s'agit de la bonne graine, c'est-à-dire ceux de nos compatriotes qui
expriment leur opinion, divergente certes, mais en se soumettant aux exigences de la paix, que cela, qu'il soit donné à ceux-là l'occasion, dans un cadre institutionnel, vraiment d'expliciter leur point de vue à travers un dialogue national ou une négociation nationale. Alors, nous avons réussi à le faire en 1991, nous pouvons encore le faire aujourd'hui. Ça, c'est la bonne graine. Oui. Mais en ce qui concerne l'ivraie, c'est-à-dire ceux qui sont des terroristes, qui tuent. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement? Un chef traditionnel, on ne respecte même pas le fait qu'il est à l'église, on entre à l'église, on le sort de là, et devant ses fidèles, ensuite, on le tue. Même les mafias les plus sanguinaires ne peuvent pas se livrer à ce genre de choses. Ça, c'est livré, et ces personnes-là, la République ne peut pas négocier avec des terroristes comme celle-là. Il faut absolument qu'elles soient neutralisées. Alors, comment vous pouvez réussir à décanter, comment vous pouvez réussir à segmenter ce que vous appelez la mauvaise graine de la bonne? Comment vous pouvez faire? Cela ne peut se faire qu'à travers une prise de conscience de la sécurité. Une négociation? Non. Pas de négociation? Non, la sécurité collective. Donc vous êtes entièrement contre la négociation? Non. J'ai dit la négociation avec la bonne graine. La destruction avec l'ivraie. Si on ne négocie pas avec la bonne graine, puisque la bonne graine est de votre côté. Non, mais la bonne graine continue à avoir des revendications qu'il faut écouter. Il ne faut pas les repousser du revers de la main pour dire que ce monsieur-là, on n'a plus rien à attendre d'eux. En revanche, je disais que c'est le moment où doit prévaloir, où doit être mis en exergue tout ce que l'on peut attirer, ce qu'on peut tirer de ce qu'on appelle la sécurité collective. La sécurité collective, c'est quoi? Moi, je suis chef traditionnel. Je peux vous assurer, monsieur Xavier Amessé, c'est que sur mon territoire, une personne qui n'est pas reconnue et dont les intentions ne sont pas connues, une personne d'un tel profil ne peut s'y séjourner pendant plus de 10 minutes sans que je ne sois informé. Dès que quelqu'un est repéré en tant que tel. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que le travail de pacification de la zone soit du seul ressort des forces de sécurité et de défense. Il faut que les populations y soient associées parce que c'est elles qui sont à même de fournir le flot ou le flux d'informations qui est nécessaire pour une intervention chirurgicale et préventive des forces de défense et de sécurité. Donc, il faut que dans les villages soit développée une véritable culture d'autodéfense où les gens prennent en charge leurs responsabilités collectives et informent. C'est grâce à cela que nous avons pu venir à bout de Boko Haram au Grand Nord. C'est grâce à ces comités d'autodéfense, grâce à cette mise en œuvre de la sécurité collective-là. Il faut que dans la partie nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, le même mécanisme soit mis en œuvre. Vous ne pensez pas que le parallèle est difficilement conciliable parce que d'un côté, vous avez Boko Haram, une force extérieure qui vient attaquer votre territoire. La conjonction pour lutter contre Boko Haram n'est pas la même que si vous avez les populations d'un même pays, d'un même peuple, d'un même territoire qui se battent. Est-ce que vous ne pensez pas que le parallèle est faussé d'emblée? Je pense que Boko Haram, au début, était essentiellement constitué par des ressortissants nigérians. Mais très rapidement, on a vu s'y mêler des personnes qui étaient de nationalité camerounaise, d'une certaine ethnie, mais d'une ethnie qu'on retrouvait des deux côtés de la province. Nous avons constaté que le cardinal Toumi a fait des propositions qui ont été balayées d'un revers de main sans qu'il y ait une contre-proposition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va là vers un mur? La proposition du cardinal Toumi avait ceci de curieux. C'est que elle ne s'adressait pas à une institution reconnue par la République. Or, il en existe déjà. Il y a cette fameuse commission du vivre ensemble qui existe. À côté de ça, il y a le gouvernement qui existe. Qu'est-ce que le cardinal Toumi essaie de créer? Il essaie de créer une entité dont
la légalité, la légitimité aurait difficilement pu se justifier. C'était ça la grande faiblesse de sa démarche, où il allait créer quelque chose plutôt que la revendication de demander à une des institutions déjà existantes. Quelle est la proposition, la contre-proposition gouvernementale? Elle n'existe pas. Mais enfin, si la proposition n'était pas crédible, c'est pour ça qu'elle n'a pas prospéré. Parce qu'on ne peut opposer une contre-proposition que face à une proposition qui déjà est crédible. Mais si celle qui était formulée ne l'était pas du tout, et je comprends qu'il n'y ait pas eu de contre-proposition. D'ailleurs, je dois vous dire que la démarche qui a été faite ensuite et qui a consisté à créer un espace de débat, où toutes les personnes qui auraient pu assister à cette All Anglophone Conference ont été également conviées à une rencontre jeudi. Et d'ailleurs, je pense que le candidat Toumi aurait dû y associer. Et je crois que si on tient seulement à parler d'une contre-proposition, moi je dis voilà une contre-action où il y avait quand même déjà un cadre institutionnel qui existait. On y a convié des personnes qui auraient fait partie de ces All Anglophone Conference, et on est arrivé à des conclusions qui ont été communiquées au public. Devant ce déficit total de propositions gouvernementales, et que vous n'avez pas l'impression qu'on va non seulement devant un mur, mais également on a l'impression que le chef de l'État est entouré de va-t-en-guerre qui ont une autre lecture de la chose. Qu'ils soient entourés de qu'ils entretiennent un langage guerrier tout le temps. Qu'ils soient entourés de va-t-en-guerre. Je ne peux pas vous citer puisque vous écoutez ces gens. Non, moi je veux dire ceci. Qu'ils soient entourés de va-t-en-guerre ne semble pas influer sur sa posture. Mais il n'y a rien je le dis. Pourquoi je le dis? Lorsque les membres du consortium ont été arrêtés, je ne veux pas dire sous l'instigation, mais en application de la pensée développée par ceux-là que vous appelez des va-t-en-guerre. S'ils ne tenaient qu'à eux, ces gens seraient restés en prison. Mais vous avez remarqué que malgré leur discours, le président de la République a décidé qu'il y ait un arrêt de poursuite. Période. 1, 2. Il a pris des décisions qui allaient à contre-courant, à rebrousse-poil de ce que les gens disaient ne pas être jusque-là un problème, notamment en reconnaissant la nécessité d'une prise en compte de la common law, mais également pour les enseignants, la révision des nouveaux statuts qui a fait que, contrairement à ce qui s'est passé par Jean-Paul Passé, les revendications se sont tues. Et ça a été fait à contre-courant de ce que les gens qui étaient dans son entourage professaient. Et à cet égard, je voudrais vous dire, c'est pour ça que je considère que c'est nous autres Camerounais, notamment la classe politique, qui avons la responsabilité de laisser le président Biya entre les mains de ce que vous avez appelé les va-t-en-guerre. Et nous, qui nous sommes rendus compte de ça, nous avons dit non, il faut que cela s'arrête. Vous savez, au moment où la démocratie a dû prendre corps dans notre pays, il y avait des gens qui tenaient des discours, nous sommes contre le multipartisme précipité, tout ce que vous pouvez imaginer. On continue même encore à faire arrêter des Camerounais, on les avait à la BMM. Mais alors que... pas la guerre. Non, mais attendez. Mais curieusement, contre toute attente et contre ces discours guerriers qui étaient tenus par les uns et les autres, le président a saisi l'occasion d'un passage à l'Assemblée pour dire que à ses soutiens, attendez-vous à une concurrence dans les jours qui viennent. Prenant les gens à rebrousse-poil. Et mieux, dans le gouvernement qui a suivi, il a nommé comme ministre de la Justice quelqu'un qui était le maître Moutomé, qui était souvent un des porte-flambeaux des droits de l'homme de l'époque. La crise anglophone, elle date depuis 2015. Nous sommes en 2018. On est en train d'aller vers 2019. Nous attendons toujours qu'ils viennent dire
Non, mais moi, je pense que la crise anglophone, il faut bien distinguer les choses. Ce qui date de 2015, là, ce sont les revendications qu'on a évoquées tout à l'heure. Et la guerre, le prolongement. Non. Cette partie-là, nous l'avons vu, a trouvé une résolution. Maintenant, depuis le 1er octobre de l'année dernière, il y a des invités, absolument indésirables, qui sont invités dans la partie, et c'est eux qui aujourd'hui maintiennent la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Et pour cela, ma conviction profonde, c'est que Xavier Messé, vous ne pouvez pas, tel que je vous connais, sans que vous ne portiez ça en vous depuis votre enfance, vraiment égorger, comme on l'a vu, un autre Camerounais, avec lequel vous ne disputez rien, et vous emportez sa tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il s'agit des gens qui portent ce réflexe de mort-là en eux. Hein. Oui. Hein? Et on ne peut que penser à une seule chose, chercher les moyens pour pouvoir les neutraliser définitivement, dans l'intérêt des Camerounais. Nous avons 1 minute qui reste pour ce dernier volet, cet avant-dernier volet. 1 minute pour vous poser une dernière question. Oui. Et vous aurez 50 secondes pour répondre. Quelle est-elle? Si votre candidat que vous soutenez gagne l'élection d'octobre 2018, il va avoir à gérer la guerre, puisqu'elle ne sera pas terminée. Et comment il va la gérer? Mais cette guerre lui est imposée. Elle n'est pas imposée au président Biya. Elle est imposée au Cameroun, parce que qui souffre aujourd'hui? Comment il va la gérer? Qui souffre aujourd'hui? Ce sont les populations qui ne peuvent même plus envoyer leurs enfants à l'école, qui ne peuvent même plus vaquer à leurs occupations. Maintenant, comment ils vont la gérer? Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on doit promouvoir une nouvelle forme de sécurité, la sécurité collective. C'est-à-dire, il faut qu'ensemble, tous, nous Camerounais, d'ici ou de là-bas, nous indiquions, nous révélions à qui peut agir la présence de ces terroristes pour qu'ils soient neutralisés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous prenons la dernière carte. Ah, mon Dieu. C'est le modèle économique du Cameroun. Le modèle économique du Cameroun. Alors, vous qui êtes économiste de formation, vous êtes docteur en économie, vous savez que tous les pays ont évolué sur un modèle économique. Il y en a qui, faute de ressources naturelles, ont transformé les services en industrie. Ceux qui n'ont pas de services ont transformé le tourisme. D'autres ont transformé la culture, le sport. Le Cameroun, quel est son modèle? Oui. D'abord, un petit détail, parce que je crois qu'il y a une confusion à cet effet. Généralement, quand on se prévaut du titre de docteur, il s'agit qu'on a accédé à la position de docteur d'État. Oui, c'est ça. Nous autres, nous ne voulons pas... Les docteurs d'université, il y en a. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des docteurs d'université, des docteurs de 3e cycle. Cela, on ne peut pas... Il y a même des docteurs professionnels maintenant. C'est ça, on ne peut pas aller sur un plateau politique, se proclamer docteur quand on n'est pas docteur d'État. Okay. Non, c'est pas. Je voudrais qu'il ne faut pas que me soit prêté cette prétention-là. Non, nous n'avons pas atteint le titre de docteur d'État. C'est très important. Alors, le Cameroun. Le Cameroun a été développé sous un modèle qui était spécifique. C'est le modèle import-substitution. Que veut dire le modèle import-substitution? C'est-à-dire, on est dans les limites d'un marché domestique et on identifie les produits qui sont les plus couramment utilisés par les populations, mais dont l'origine ou la fabrication est extérieure au territoire. On fait tout pour créer des petites unités locales dont la production va satisfaire la demande domestique. Seulement, quand on est dans ce modèle, la taille du marché domestique limite la taille des unités de production. Et celles-ci ne peuvent absorber qu'un volant limité de la main-d'œuvre. Or, le Cameroun est entré dans une phase, on avait la tension démographique, où l'excédent de population, ou bien la part de la population en âge de travail, le PPAT,
par la population en âge de travailler. C'est-à-dire ces gens qui ont entre 18 et 65 ans s'accroissent chaque jour davantage par rapport aux possibilités d'absorption de l'appareil de production mis en place dans le cadre, dans un modèle d'import-substitution. Alors, la solution à cela est simple. Il faut opérer ce qu'on appelle un paradigme shift, à savoir, plutôt que de continuer à produire rien que pour le marché local, il faut produire pour le marché mondial. Et pour produire pour le marché mondial, il faut tout faire pour attirer sur son territoire des entreprises qui, elles, vont avoir une plus grande capacité de production pour qu'elles produisent pour le monde. Et pour y arriver, il faut arriver à améliorer et son attractivité. Ça c'est des définitions macroéconomiques. Et son attractivité et sa compétitivité. Donc, si vous permettez que j'y arrive, ça permet que l'on ait un niveau d'activité qui utilise le supplément de main-d'œuvre que j'ai évoqué tout à l'heure. Et quel est ce modèle-là? S'il faut le définir par rapport au modèle d'imposition, c'est le modèle d'insertion dans les chaînes de valeur, mondiales. Le modèle d'insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Comment il fonctionne? Je vous le dis. Ça veut dire que on ne se préoccupe plus. Ce n'est plus une approche par filière. De dire que bon, je prends le coton, je vais essayer de le transformer jusqu'à ce qu'il donne le pain que la SICAM va faire. Non. Alors, parce que c'est pas comme ça maintenant. Ce qui va se passer, c'est que je produis le coton. Et puis, je voudrais fabriquer des t-shirts pour le monde entier. Mais je n'ai pas d'usine de fabrication de fils en quantité, à haute performance. Le coton va aller, on va fabriquer le fil à l'extérieur, mais moi, comme j'ai ici des filles qui sont sorties des écoles ménagères, là, des écoles qui ont fait industrie de l'habillement en grande quantité, donc qui sont formées, mais qui n'ont pas le travail, j'ai ce qu'on appelle un avantage comparatif. Je vais faire venir ici sur mon territoire le fil, et c'est chez moi qu'on va tisser les crus, qui va ensuite aller dans l'industrie de la confection, on va fabriquer des t-shirts qui seront vendus dans le monde entier. Donc, il y a deux volets importants ici. C'est-à-dire, on regarde sur la chaîne de fabrication d'un produit, quelles sont les niches de valeur ajoutée. On voit celles pour lesquelles, sur le territoire national, on a un avantage comparatif. Il peut être la main-d'œuvre, il peut être la disponibilité d'énergie, il peut être de toute autre nature. Et c'est quand vous dites, je vais attirer les investisseurs sur mon territoire pour qu'ils tirent avantage de cet avantage comparatif. Mais pour que cet avantage comparatif, qui peut être la main-d'œuvre, il faut un autre facteur de production qui est le capital, et je développe une politique d'attractivité massive des investissements. Je voudrais reposer la même question, mais d'une autre manière. S'il vous plaît. Parce que je suis persuadé que le téléspectateur moyen, ce développement de la macroéconomie ne s'en sortira pas. Je repose cette question. Je repose la même question, mais d'une autre manière. Mais de manière exemplaire. Prenons deux pays. L'île Maurice. Voilà. L'île Maurice tire l'essentiel de ses revenus, 80-82% de son PIB, du tourisme. Voilà un modèle économique. Absolument. Alors, si nous revenons sur le Cameroun, quel est le modèle économique du Cameroun? Voilà. Le Cameroun tire l'essentiel de ses revenus de quoi? Ou alors, à défaut de tirer, quel est le domaine qui pourrait développer pour qu'il soit le moteur de son économie? Vous pouvez répondre en termes simples. Très simple. Oui. Et, en ce qui concerne l'île Maurice, l'île Maurice, avant de passer au tourisme et aux services financiers, il faut dire aujourd'hui que les services financiers sont primordiaux là-bas chez eux. Hein, ils sont passés par la phase industrielle. Le modèle qui doit être appliqué au Cameroun, c'est mettre l'accent sur la manufacture, les industries de fabrication et de transformation. Et le Cameroun a tout ce qu'il faut comme facteur constituant des avantages comparatifs. Qu'il s'agisse des métiers du bois, vous pouvez prendre un domaine. Oui, je prends un domaine. Je prends un domaine simple. Hein. Je prends par exemple le bois. La transformation du bois, par exemple. On peut dire, voilà, nous avons des grumes ici chez nous. Une fois qu'on les a découpées,
on peut les envoyer n'importe où, peut-être en Italie, pour qu'on fasse juste les cadres, là, les cadres. Et puis nous, on va maintenant faire venir les cadres ici et nous allons les habiller. Et comment nous allons le faire? C'est qu'avec tout ce qu'on a, on a l'industrie bovine, avec tout ça comme bœuf, on a la Sodepa, qui, elle, produit des peaux, lesquelles peaux sont envoyées dans un autre pays qui est expert, au Maroc, qui est expert en fabrication du cuir. Le cuir est transformé là-bas et nous, on le fait revenir ici parce que nous avons parmi nos gars, notamment les gars qui viennent du nord-ouest, là, des gars qui sont très bien formés pour la fabrication des meubles, le revêtement des meubles à partir du cuir. Alors, vous voyez ce qui se passe. Qu'il s'agisse, au départ, là, on avait les bœufs, mais on a fait transformer le cuir ailleurs. Nous autres, on a des gars qui, ici, sont aptes à habiller les fauteuils ou du 16 et autres que vous voyez là, avec du cuir. On fait venir le cuir et qu'on associe aux cadres qui sont faits en Italie, parce qu'ils ont des machines là-bas pour bien faire des cadres de... Vous voyez, et c'est la même chose qui peut se faire pour, en matière de confection. Nous avons dit que nous n'avons pas une industrie de la fileterie très très développée et on va voir quel est le pays qui l'a développé. Nous, on va plutôt faire venir. Après que notre coton soit parti, eux, ils ont la possibilité, avec les économies d'échelle qu'ils ont, de produire le coton de fil à des faibles coûts de production. Il va revenir ici. Est-ce que nous, on a la possibilité ici de faire de l'écru, ou bien alors le coton va d'abord aller dans un autre pays, les fils vont aller on va faire l'écru, et nous, on a les filles ici, toutes ces filles qui essaient d'ouvrir des ateliers là, pour développer dans l'industrie de l'habillement, elles vont fabriquer des cravates, ou bien alors des t-shirts pour le monde entier. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Avec votre permission, une anecdote, puisque vous parlez de l'Italie et du bois. La très très célèbre fédération italienne du bois qu'on appelle la Federlegno, son président s'est rendu au Cameroun. Il a demandé aux autorités camerounaises, au ministère, à la Chambre d'agriculture, de lui donner 150 jeunes qui vont aller se perfectionner dans l'industrie du bois. Et comme on a une abondante d'essence, ils viendront fabriquer les meubles Louis XIV au Cameroun. 5 ans après, il s'est plaint, on n'a jamais rien envoyé. Voilà. Écoutez, c'est l'incompétence des fonctionnaires. C'est l'incompétence des fonctionnaires. D'ailleurs, à cette l'incompétence ou le manque de volonté? C'est d'abord l'incompétence. Et d'ailleurs, à cet égard, je vais faire une observation. L'une des raisons pour lesquelles je me dis qu'il faudrait que les Camerounais, nous ayons de la tempérance dans le jugement que nous pouvons faire de l'action du président Biya. Parce que, quoi qu'on dise, lorsqu'en 2011, il énonce le terme émergence, au Cameroun émergence, c'est une vision. Ok? C'était à Kribi quand il a fait ses discours. Cette vision-là, il lui a donné corps à travers les grands projets structurants. Maintenant, dans la mise en place de tous ces projets structurants ou des opérations comme celles que vous évoquez, ils donnent des directives, l'Assemblée nationale élabore un budget, le budget est mis à la disposition du gouvernement et d'une année à l'autre, on se rend compte que les choses n'avancent pas. Mais, monsieur Xavier Messé, à qui faut-il se prendre? À la personne qui a eu la vision? À la personne qui, après avoir eu la vision, a laissé les autres organes de la République appliquer, mais qui n'ont pas fait? On se retrouve chaque année en train de vous parler de le décaissement, on fait ceci ou toute autre chose. Mais ça ne va pas. En vérité, alors, président, la régie nous fait signe que le temps... Je voulais dire ceci. Les critiques qui sont formulées aujourd'hui à l'encontre du président Biya, il faudrait que les Camerounais fassent d'abord leur propre examen de conscience pour savoir si ce n'est pas... Qui n'en est pas le seul responsable. Non, si ce n'est pas eux qui sont les véritables responsables. Alors, avant de nous quitter, M. Célestin Bédigui, j'avais ma carte joker. Allez-y. Pour ne pas poser des questions sur cette carte joker, donc vous ne savez pas ce qui est écrit dessus, je vais lire un certain nombre de mots, de noms plutôt. Je vais m'arrêter et je vous donnerai 2 minutes pour commenter sur ce mot-là. D'accord?
Vous pouvez les noter si vous voulez. Non. Allez-y. La SABC, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Nobra, qui fabriquait les brasseries. Sacheri, Cameroun. Le PAL, l'UNDP, Paul Biya, exilé aux États-Unis. C'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. Une vie n'est pas faite, ce n'est pas une ligne droite. Une vie, hein, c'est une ligne brisée, avec des hauts et des bas, avec des épreuves, avec des célébrations. La brasserie, je suis recruté par cette entreprise. J'étais encore au campus HEC en France, à Jouan-Lusace. Ils me prennent. Bon, j'avais devant moi 4 ou 5 entreprises qui voulaient me prendre. Bon, ils me proposaient un salaire qui était une plan de carrière clair. J'ai choisi d'y être recruté. J'étais toujours à l'époque et je reviens. Et quelques temps après, j'accède au rang de directeur. Hein. J'étais avec André Siaka. Nous étions les deux Camerounais qui étaient directeurs. On était en 12G, catégorie G. Un jour... ça se passe loin de moi, le président de la République décide, M. Biya, il décide de donner un coup de main à une jeune entreprise, pas une jeune, une entreprise camerounaise qui était aussi dans la bière, Nobra. Nobra, mais il passe par la SNI pour que Nobra soutienne pour la SNI donne de l'argent à la Nobra, le directeur général de la Nobra, de la SNI, qui est le mentor dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il pense à moi, il me dit non, il se dit, comme il est revenu, parce que j'avais travaillé au port avant d'aller en France, au ministère des Finances au port, j'étais tout jeune à l'époque. Il pense à moi, il en parle au ministère du Développement industriel et commercial, M. Nomo Ngolo. Et un jour, j'étais directeur de brasserie pour le pays anglophone, justement. Je reçois un téléx m'informant de ce que le directeur général voulait me voir d'urgence. J'arrive, M. Hill, il me jette un téléx, il me dit voilà, le gouvernement a décidé que vous êtes nommé directeur général à Nobra. Vous comprenez, c'était pas facile pour moi parce que les brasseries, c'était une carrière c'était sur un boulevard. Et j'avais passé, ça faisait 3 ans que j'étais aux brasseries. Et l'une des principales activités qui était la nôtre à l'époque, c'était tout faire pour vaincre la Nobra. Le jour au lendemain, on me dit, monsieur, vous allez passer le côté. Bon, alors, j'arrive à Nobra, je suis directeur général adjoint. J'ai comme directeur général un Danois, qui avait été associé à l'opération, et le président du conseil d'administration, c'est M. Tchanké, mais qui gardait tout de même la majorité du capital. Et on est en phase de restructuration. On se rend compte que les états financiers qu'ils ont préparés, qu'il a présentés aux Danois, ils étaient complètement faux. Les Danois disent non, il faut qu'on ajoute l'argent. Pour ajouter l'argent, il faut augmenter le capital. Lui, il n'avait plus d'argent pour notre capital. Une minute. C'est ça. Il n'avait plus d'argent pour mettre dedans. Il refuse de convoquer l'Assemblée générale qui devait donner l'ordre d'augmentation de capital. Les Danois refusent et puis ils s'en vont. La société s'écroule sur moi. 7 mois avant. Je peux dire 7 mois avant, j'étais directeur aux brasseries. Et puis bon, j'ai vu une traversée du désert pendant, je crois, 2 ans. Et puis c'est toujours par M. Ngan, qui est toujours à la SNI, qu'il y a cette ouverture à Sacheri. Mais en fait, ce n'était pas destiné à la Sacheri, c'était destiné pour un autre endroit, mais quelque chose s'est passé à la présidence, on m'a plutôt envoyé à la Sacheri. Et je me rappelle toujours cette histoire-là, quand je suis arrivé à la présidence, on me dit qu'on te demande, on t'envoie à la Sacheri. C'est le secrétaire général à l'époque, M. Owona, qui me la prend dans son bureau. Je dis, mais non, mais cette société, tout le monde sait qu'elle est en faillite, elle ne fonctionne pas. Il me dit, non, c'est une position d'attente. Et bon, je suis arrivé là-bas et j'ai fait un plan de structuration après 9 mois. 12 mois, 13 mois, j'ai demandé que le gouvernement nous me finance. Il n'a pas voulu. Il y avait un peu d'argent qui devait venir de l'Union européenne, les fonds SABEX. Quand cet argent est arrivé, les brasseries les sacheries qui pouvaient recevoir 4 milliards de francs, qui correspondent d'ailleurs aux besoins de mon fonds de résolution, reçoivent plutôt l'instruction, le liquidateur reçoit l'instruction qu'il faut qu'il paye tout le monde, sauf Célestin Bézigui. Et je vais prendre votre livre en alors, oui, c'est ça. Sauf Célestin Bézigui, dès que je suis informé de cette décision, j'écris une lettre de démission et je la remets au président de la République. Je dis, monsieur le président, vous m'avez envoyé dessus une entreprise, je ne suis pas en mesure de le faire, du fait même de mon ministre tutelle, je préfère rendre au tablier. Et on ne parle plus du PAL parce qu'on en a parlé, de l'UNDP on en a parlé, de Paul Biya on en a parlé, exilé politique aux États-Unis. Ah oui. C'est pas possible. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une aventure. Lorsque je pars de la Sacheri, j'ai créé un cabinet de consultants. Je me souviens que je suis économiste, en plus à HEC, et je commence à travailler pour le système des Nations Unies. Seulement quand je travaille sur le système des Nations Unies, votre client ou les personnes pour lesquelles vous travaillez, c'est surtout l'État. Et qui est le donneur d'ordre? C'est le gouvernement.
Une fois, je réalise que je fais une étude, je crois, sur la mise en place pépinière depuis dans les 20 départements du Cameroun, les 10 provinces du Cameroun, mais je vais faire une étude prospective sur le Cameroun à 2025. Et le ministre Okuda, il refuse à Madame de Maubré de signer mon contrat en disant à Madame de Maubré qu'elle ne donne le travail qu'aux opposants. Mais ce jour-là, j'ai mon ami, le professeur Oyono, qui était coordonnateur du programme national de gouvernance. La nuit, il vient me dire, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Martin, on s'est connus, Martin, Okour et moi. On est allé pour signer ton contrat, la l'étude, le marché que tu as gagné au PNUD. Il a refusé de signer en disant à Madame de Maubré qu'elle ne donne des marchés qu'aux opposants. Alors j'ai compris qu'à partir de là, si j'en voulais m'affamer ou me clochardiser, que je n'avais plus ma place au Cameroun, j'ai décidé d'émigrer et je suis allé aux États-Unis. Je me suis souvenu également, je me suis dit que l'expérience que j'avais eue sur le plan industriel était soutenue par le fait qu'à HEC, je m'étais beaucoup plus spécialisé à la finance. Je suis entré dans le monde de la finance, j'ai fait les licences qu'il fallait et j'ai été admis comme Financial Investment Advisor. J'ai créé ensuite une société de notation financière que j'ai fait fonctionner et qui est là-bas aujourd'hui. Merci beaucoup, Célestin Bédiégui. J'ai entre les mains un projet éditorial, une tapisserie, un livre politique en gestation au titre de Les chemins de la prospérité, proposition, feuille de route pour l'émergence du Cameroun. Mais vous n'avez pas rajouté en 2035. Pourquoi? En 2035, parce que nous pensons qu'en 10 ans, on peut y arriver. Ce sont des propositions que vous faites à votre candidat. C'est des propositions qui seront faites à notre candidat le moment venu. Et je peux d'ailleurs dire dans les tout prochains jours. Alors, ce livre sera dans les librairies quand? Oh, je crois qu'il pourrait être dans les librairies d'ici 2 à 3 semaines. Parce que là, nous sommes sur la MOAS. Juste ce qu'il faut pour la campagne électorale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est le moment. Hein. Aujourd'hui, le marché aux idées politiques est ouvert. Pourquoi voulez-vous qu'on le boude? Voilà, c'est une occasion. Merci beaucoup, Célestin Bédiégui, d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous revoir sur cet écran, face à nos téléspectateurs. Vous avez été très agréable, répondu entièrement à toutes nos questions. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous leur donnons rendez-vous dans 2 semaines, exactement. L'invité sera Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de RDPC.